Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 148. Moi, c'est Plaque, je suis avec Thiergo qui a mis son beau suite rétro des Giants. Comment ça va, mon cher Thiergo ? Ah, ça va super bien. On est à plus que quelques jours du début de la saison 2025 et j'ai hâte. Il y a plein de trucs à raconter encore une fois. Ouais, on est à quelques jours de tirer une croix sur cette saison, puisque sur les saisons précédentes, c'était assez rapide avant qu'on dise « Ok, cette saison c'est mort, allez hop, vivement la saison prochaine, on va commencer à regarder la draft ». On espère que ça se passera mieux cette année. Avant de commencer à parler justement de cette saison, des derniers moves qui ont eu lieu, vous savez, au dernier podcast, on avait parlé de notre roster des 53. On va juste parler des quelques éléments qui nous ont marqués donc sur ce roster quasi final maintenant, je pense, voire final. On va juste vous rappeler que, on a besoin de vous pour faire vivre l'ensemble de nos réseaux sociaux, l'ensemble du blog, l'ensemble du podcast, tout ça, ça coûte de l'argent à héberger, ça nous coûte un petit peu, donc on essaye de faire appel à la communauté pour nous aider sur ça. Je vais juste vous partager ceux qui suivent sur YouTube, vous allez pouvoir voir le lien, donc je rappelle patreon.com/onlyagiantpodcast, le lien est ici. Et je vais juste rapidement demander à Thiergo de rappeler comment on peut faire pour nous soutenir. Oui, pour nous soutenir, si vous voulez faire un peu plus que des likes, des abonnements, des commentaires, ce qui est déjà absolument énorme, vous pouvez donc aller sur l'adresse que Plax vient de citer et vous choisissez l'un des différents niveaux qu'on a. Là, vous voyez, Graham Gano, Dexter Lawrence, Plaxico Burress, ce sont des abonnements mensuels et vous pouvez même faire Eli Manning. Mais vous n'êtes pas obligé de rester abonné plusieurs mois. Si vous voulez juste faire un seul don de 3 €, c'est très bien. Vous vous abonnez quand vous êtes débité, vous vous désabonnez. Et on en profite pour saluer tous nos contributeurs, présents et passés aussi, parce que, comme l'a dit Plax, comme tu l'as dit, ce blog vit aussi grâce à ces contributions qui nous aident à payer tous les frais d'hébergement. Voilà, donc sachez que ça nous aide, c'est très cool. On se retrouve donc, on est lundi là au moment où on enregistre ce podcast, le 1er septembre. Le premier match a lieu dimanche soir. On va se retrouver avec certains fans qui se sont inscrits pour aller dans le bar. On vous l'avait dit au dernier podcast, on va se retrouver dans un bar à Gare du Nord pour regarder ce match. Normalement, j'ai tout réservé. J'espère que c'est bien noté de leur côté et qu'ils vont bien nous passer notre match. En tout cas, un match qui, je pense, il y a quelques mois, on se disait c'est pas la peine, Washington, ils ont une équipe trop forte, on est trop nul. Et maintenant, ça c'est un petit peu... l'horizon s'est un peu éclairci pour nous et on y va quand même en se disant qu'on peut espérer faire quelque chose à l'extérieur. On va parler de ça tout à l'heure, mais avant ça, on voulait juste rapidement refaire un point sur le roster. Qu'est-ce que, Thiergo, tu as en tête un petit peu, donc entre ce qu'on s'était dit globalement, on était à 90, voire 95% de bonnes réponses sur ce que tu avais annoncé. Il y avait quelques surprises, quelques joueurs, on se posait des questions sur les tight ends, etc. Qu'est-ce que toi, tu retiens des derniers moves qui ont été faits par les Giants sur cette intersaison, les joueurs qui ont été cutés, etc. Je pense que le move qui a retenu l'attention de tout le monde et qui était très attendu, c'était bien entendu que Tommy DeVito soit libéré. On espérait le récupérer en practice squad, mais comme j'avais dit lors du dernier épisode, New England serait probablement une très bonne destination pour lui, et c'est là où il se retrouve. Moi, ça me va très bien, je suis très content pour lui, parce qu'en fait, il n'est pas très loin de sa famille qui est à New York, il n'est pas dans notre division, et c'est un bon gars, Tommy DeVito. D'ailleurs, ce qui est intéressant, chose que je ne savais pas, c'est qu'en 2023, quand on essayait de le mettre sur notre practice squad, les Patriots essayaient déjà de le faire venir et il avait décidé de rester à New York justement pour être proche de sa famille, et ça a été payant parce que 2023, c'est l'année où il commence à jouer et c'est là que la DeVito-mania commence, quoi. Ouais. J'ai écouté des podcasts qui disaient qu'il y avait d'autres équipes derrière qui étaient aussi intéressées par lui. Alors, est-ce qu'il sera QB à mon avis, QB3 potentiellement, mais effectivement, il n'y avait pas la place chez nous et on n'a pas pu garder plus que 3 QB. Évidemment, on aurait aimé le re-signer, mais c'est pas possible. Donc, il va falloir faire autrement, mais c'est très bien. Je suis aussi content pour lui. On espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu. Et il a d'ailleurs passé une espèce d'entretien d'embauche un peu, puisqu'il a fait un super match contre les Patriots, le 3e match de la pré-saison. Donc, c'était une bonne manière pour lui de se mettre en avant. Il a donc été récupéré par ces Patriots. Est-ce qu'il y a d'autres moves qui t'ont un peu... Ouais, moi j'avais tablé sur
Turbo Miller et aussi Emir Smith-Marset qui sont revenus. Donc Turbo Miller qui lui est au poste de running back, qui avait fait quand même quelques bonnes actions pendant la pré-saison, mais de ce que j'ai lu, en fait, il n'a pas suffisamment contribué. D'ailleurs, il a eu un fumble en special team, et on sait que quand on est en fond de roster, il faut absolument contribuer de manière positive en special team pour mériter sa place. Donc il a été coupé. Et Smith-Marset, qui était quand même un plutôt bon retourneur, qui finalement a été laissé de côté pour le retour de Gunnar Olszewski, qui nous avait fait un retour de punt. C'était un retour de punt contre les Rams, c'est ça? Je crois, oui. Un retour de kick-off. Okay. Ouais, c'est ça. Où il est quasiment plaqué, il arrive à sortir de nulle part et il va marquer. Je m'en souviens. Exactement. Mais Olszewski, en fait, je suis quand même plutôt content parce qu'il a eu une bonne pré-saison avec nous. Il est arrivé en cours de training camp et il a fait quelques bons plays. Donc voilà. Ouais, moi je pense que la raison elle est assez simple en fait, c'est que il est plus complet. Olszewski, il est sur la partie receveur, il peut apporter quelque chose là où Smith-Marset il est beaucoup plus limité, je pense. Même si à mon avis Smith-Marset est un meilleur returner, mais l'un dans l'autre, il y a plus à gagner avec Olszewski, donc c'est logique. Il avait été d'ailleurs enlevé puis re-signé derrière. Ça c'est des histoires de move de début de saison, ça c'est assez classique, mais maintenant il est dans le roster. Donc voilà, il a fait comme tu disais, des belles actions en pré-saison et à mon avis, il mérite d'être là, donc ça c'est cool. Dante Miller, il est lui sur le practice squad comme Smith-Marset. Les deux que tu as cités, les deux sont sur le practice squad. Donc voilà, ils jouent pas, mais ils vont sûrement être activés à des moments dans la saison. Ça, je suis pas trop inquiet, ça va sûrement arriver avec des blessures ou quoi que ce soit. On le souhaite pas, mais ça peut arriver. Moi, j'étais un peu, pas surpris, mais Lil Jordan Humphrey qui est pareil. Beau Collins a été préféré à Lil Jordan Humphrey. C'était un peu entre les deux qu'on hésitait. Moi, Beau Collins, il m'a un peu déçu sur les 2 derniers matchs où il a fait des erreurs et qui ont amené à des interceptions. Alors j'espère qu'il ne va pas reproduire ça en saison régulière, parce qu'avoir une incompréhension où le quarterback attend que tu fasses un tracé et lui fait un autre tracé, ça arrivait 2 fois. A priori, il a montré quand même suffisamment pour être dans le roster. Donc c'est la belle histoire parce qu'il était undrafted, donc tant mieux pour lui. Et puis à part ça, il n'y a pas eu de giga grosse surprise, je crois. Si tu avais mis Elijah Chapman qui finalement se retrouve sur le practice squad, parce qu'il avait joué un peu fullback et on s'était dit quand même c'est pas mal, etc. C'était la belle histoire de l'an dernier, cette fameuse action où il avait couru après un running back, il avait rattrapé un running back alors que le mec est defensive tackle, donc c'était rigolo. Mais voilà, il est dans le practice squad et c'est typiquement le genre de joueur qui va aussi être activé de temps en temps, je pense. Non, exactement. Je pense qu'on le verra pendant la saison. Il viendra remplacer des joueurs qui ont eu de bobos. Je pense que ce qui a joué en défaveur d'Elijah Chapman, c'est qu'il est un peu petit pour un defensive tackle, et donc tu peux pas le faire jouer sur les premiers downs, sur le first et second down, où en fait tu as besoin que ton defensive tackle soit capable autant de rusher que de défendre contre la course. Mais voilà, on aura pu se dire que avec les autres DL qu'il y avait dans cette escouade, il n'y avait pas forcément besoin de le faire intervenir dans ce milieu-là. Mais bon, voilà, c'est une histoire de vase communicant. Il faut renforcer certains postes, donc tu dois prendre ailleurs. On a remarqué qu'il y a quand même beaucoup plus d'inside linebacker que ce que nous on avait prévu sur cette escouade défensive. Mais je suppose, parce que tu vois, il y a Demetrius Flanagan-Falls qui a été retenu, mais il n'a pas tellement joué en défense. Je pense que ce qui l'a sauvé, c'est surtout sa contribution en special team. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi 10 joueurs retenus en O-line. Là aussi, Evan Neal est toujours là, mais on l'avait dit, financièrement, il n'y avait pas trop d'intérêt, même s'il n'est pas au niveau, il n'y avait pas trop d'intérêt de le lâcher. Aaron Stinney a été gardé, Austin Shotman aussi, donc voilà, il y a du monde en O-line et il y a de quoi voir venir. D'ailleurs, on a appris qu'on n'était pas sûr que Andrew Thomas puisse jouer sur le premier match. Alors c'est chiant, c'est sûr, mais on est moins inquiet que d'autres saisons où la solution de repli c'était Ezeudu et on savait qu'il était complètement nul en tackle. Là, on a quand même un peu plus de solutions. Donc avec Hudson notamment. Alors j'écoutais le podcast de Giants Insider, ils disaient que eux ils préféraient quand même dans un environnement hostile à l'extérieur sur une week one mettre un joueur avec plus d'expérience comme Hudson. Même si, a priori, au cours de la saison, normalement, on espère en tout cas que Beau finisse par prendre l'ascendant parce qu'il a l'air quand même un petit peu meilleur. Mais il va falloir aussi, c'est vrai, c'est le début de la saison, comme ça, mettre dans le grand bain tout de suite quelqu'un qui vient d'arriver, etc., c'est forcément compliqué, surtout à l'extérieur encore plus. Ouais. C'est clair. Hudson, en fait, je pense qu'il va surtout falloir qu'il fasse attention aux pénalités. Il s'est fait énormément flaguer
pendant les training camps et pendant la pré-saison pour des false starts. Il s'est aussi un peu fait remarquer pour son côté bagarreur. Bon, ça, c'est plutôt bien contre un rival de division. Hein, il ne se laissera pas embêter. Mais on est bien d'accord que je pense qu'en termes de talent, Marcus Beau est bien au-dessus. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'il est forcément au-dessus d'un vétéran tout de suite, mais en tout cas, il a un plafond qui est bien plus haut que celui de James Hudson. Ben oui, bien sûr. Puis il est beaucoup plus jeune aussi, donc quel âge il a, Hudson d'ailleurs? 26, moi, tu vois, il est quand même pas très vieux. Ok, voilà, j'avais pas d'autres choses spécifiques. Si, quand même, on a signé 2 joueurs qu'on a récupérés. Tu parlais des waivers, donc on en a signé 2. Beau Braid, un safety des Ravens. Alors apparemment, et j'ai vu des vidéos, il a l'air pas trop mauvais. Enfin, en tout cas, il y a des highlights qui sont intéressantes. Alors après, ça veut tout et rien dire. Mais je crois que les Ravens, en fait, sont surtout très loadés en termes de defensive back et que du coup, ils ont dû se séparer de mecs un petit peu, qui avaient de quoi faire le 53 dans d'autres clubs. Et le deuxième, c'est Rico Payton, cornerback, qui vient des Saints. C'est 2 joueurs apparemment qu'on connaît depuis longtemps, qu'on suivait, qu'on a essayé de choper à des moments, etc. Donc voilà, c'est pas des mecs sortis de nulle part, on se dit tiens, on prend lui au hasard. Voilà, il y a tout un process derrière et c'est les 2 joueurs que les Giants avaient demandé en waiver et les 2 joueurs qu'ils ont récupérés, donc 2 sur 2. Donc voilà, ils étaient contents. Ah si, quand même, on n'a pas parlé d'Ulcich parce que c'était une des grandes questions aussi. Donc, il y a eu le fameux est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Il a fait des bonnes choses. Beaucoup disaient oui, mais c'est en pré-saison, c'est contre des équipes 2 et 3. Donc, le tight end, je rappelle, qui avait fait des catchs et qui a marqué 3 TD. Et finalement, donc on l'a cuté. On espérait quand même le re-signer. Et en fait, lui a préféré aller dans le practice squad des Dolphins plutôt que d'aller chez nous. Donc, il allait rejoindre Darren Waller. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Darren Waller. Et donc, du coup, ça veut dire que dans côté tight end, nos 3 tight ends sont. Alors, attends, que je ne pourrais pas dire de bêtises. On a 4. On a Bellinger. C'était Bellinger. Là, je t'avais dit, moi, qu'il allait rester. Tu me disais, je pense pas, il va se faire cuter. Donc, Bellinger. Parce qu'en fait, moi, j'étais parti du principe que les Giants n'allaient pas se séparer de Dulcich. Mais Bellinger a de la valeur, c'est quand même. Alors, il a été drafté au 3e ou 4e tour, je ne me rappelle plus. Plus que 4 ou 5, je dirais. Non? Ah, d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est un joueur qui avait montré de bonnes choses et je le voyais comme un potentiel cut parce qu'on pouvait faire des économies. Après, je suis très content qu'il soit là. Je ne sais pas qui va être notre tight end 1 en attendant que Theo Johnson revienne de blessure, puisqu'apparemment, Theo Johnson ne risque pas d'être prêt pour la première semaine, ce que j'ai entendu dire. Mais bon, il y a fort à parier que ce soit plutôt Bellinger avec Manhertz en blocking tight end et puis le rookie qui interviendra par-ci par-là. Il a quand même un intérêt, Bellinger, c'est quand même que c'est un bon bloqueur. Hein. Ça, il sait faire. On l'a vu jouer aussi en fullback. On a vu des actions pendant le training camp où il est en fullback et puis finalement il sort dans le flat, etc. Donc il sait faire un peu différentes choses. C'est quand même un bon bloqueur et je pense que c'est ça qui le sauve. Et je trouve qu'il a quand même des bonnes mains. Parce que Chapman, justement. Pardon, excuse-moi. Je disais, c'est peut-être pour ça que Chapman a sauté, c'est parce qu'en fait, comme ils utilisent Bellinger en tant que fullback, ils se sont dit, on n'a pas besoin de Chapman et Bellinger. Et du coup, Chapman, tu peux le garder en practice squad et l'activer plus tard si tu en as besoin. Ouais, je suis d'accord. Et Bellinger, je trouve qu'on l'avait peu visé, mais le peu de fois où on le vise, en fait, il fait rarement des drops, il a fait des catchs compliqués. On avait plusieurs fois sur d'anciens podcasts remarqué des catchs dans le trafic, ça lui fait pas peur. Donc moi, ça reste un joueur que j'aime bien et je continue à croire en lui. Ils sont tous grands. Alors ils font tous 6 foot 6, je sais pas combien ça fait, ça doit faire 2 mètres. Ils font tout ça, les 4 tight ends qu'on a, Manhertz, Johnson, Fidone, Bellinger. Ce serait dommage que Johnson puisse pas jouer, la vache, ça fait chier. Quoi. Bon, je savais pas qu'il était blessé potentiellement. Mais... Bon, on n'a pas l'injury report, on l'aura bientôt, je pense, parce que maintenant qu'on est en saison régulière, les équipes ont des obligations de donner des informations sur les blessures de leurs joueurs. Donc à confirmer pour Theo Johnson, je n'étais pas au courant. En fait, c'est en écoutant un podcast ce matin, je me suis dit, tiens, apparemment Theo Johnson est blessé. Donc, on en saura plus cette semaine, tu as raison, pendant les entraînements. D'ailleurs, attention, trivia improvisé. Quelle est la différence d'âge entre Theo Johnson et Daniel Bellinger? Ils ont combien d'années d'écart? Je dirais 3. 0. Ils ont tous les deux 24 ans, mais peut-être qu'il y en a un qui est de fin d'année, du coup, qui va passer à 25. J'ai pas l'année, j'ai juste l'âge. Mais ils ont actuellement tous les deux 24 ans. Ok. Voilà.
Ça n'a pas trop Bah oui, c'est d'importance. avec ces questions d'éligibilité, il y a des joueurs qui se retrouvent à la draft plus tôt et donc Ouais, forcément, ouais. et puis il y a des joueurs qui parfois sont éligibles mais se disent mais je vais rester une année de plus en NCAA pour vraiment augmenter ma valeur dans la draft. Donc c'est Ouais. ce qui explique que parfois on est des joueurs qui ont le même âge alors qu'ils sont arrivés à Mmh. des drafts différentes. Ouais et bah, d'ailleurs dans ce cas-là, on a Tyrone Tracy qui était assez âgé, qui a déjà 25 ou 26 ans. Jackson Dart, je suis en train de regarder, il n'a que 22 ans. C'est très bien d'avoir un quarterback aussi jeune, ça c'est cool. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire quelques prédictions sur cette saison et je pense à ça parce qu'il Attends, y en a une, c'est ouais, vas-y, tu voulais dire autre chose? avant les prédictions, on a quand même Ouais, dit qu'on avait parlé d'un petit truc qui est pas anodin. vas-y. C'est l'excellente décision de notre ami Jerry Jones Ah oui, j'ai d'envoyer oublié. Micah Parsons La fameuse. aux Green Bay Packers. Ouais, c'est Qu'est-ce que vrai. tu penses de ce trade? Ah, en fait, moi, ça m'a replongé et là, je me mets à la place des fans des Cowboys. Je me souviens quand je m'étais levé le matin et que j'avais vu le trade d'Odell Beckham, je me suis dit: «Oh, c'est pas possible, c'est un fake, ça peut pas être» enfin, c'est le joueur qui représente ta franchise a été tradé, c'est un truc de fou. Et ça m'avait fait une espèce de gueule de bois pendant 2 jours à me dire: «Ah, c'est pas possible». Alors au final, avec tous les joueurs qu'on a récupérés, je crois que Dexter Lawrence fait partie des joueurs qu'on a récupérés, tu te dis: «Voilà» et puis finalement il a plus fait grand chose, Odell Beckham donc tu peux justifier et cetera. C'était la grande question à l'époque. Est-ce que la compensation est suffisante? Mais c'est clair que de but en blanc, tu te dis: «C'est juste un mec qui apparaissait intransférable». Enfin, c'est le meilleur joueur des Cowboys très largement, peut-être enfin, un des meilleurs joueurs de la NFL en défense, ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que c'était le meilleur joueur? Peut-être. Il avait un impact assez incroyable sur tous les matchs. Voilà, donc moi, ma remarque, c'est bah, tant mieux. S'il part de la NFC Est, c'est très cool. On ne le rencontrera pas 2 fois par an. On le rencontre une fois cette année parce qu'on rencontre les Packers. Maintenant, Jerry Jones, je trouve que la manière qu'il a de justifier ça, elle est pas ouf. Comme elle n'était pas ouf quand Dave Gettleman avait justifié ça à l'époque. C'est dur de défendre un truc comme ça et puis ta fanbase elle en prend un coup et ça fait chier tout le monde et tu commences la saison. Enfin moi j'aimerais pas être fan des Cowboys en ce moment parce que c'est pas la folie chez eux, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais pas être fan des Cowboys tout court. Non bah bien sûr, Euh, mais non, mais alors, le parallèle avec le trade d'Odell Beckham, je comprends, mais il y a aussi un contexte un peu différent parce que Odell Beckham venait de signer un gros contrat, mais était aussi un joueur difficile. Il était dans une phase où il critiquait son quarterback, etc. Et Dave Gettleman s'est dit, bon, ok, j'en ai marre, je le dégage. Ça a été très mal vécu de la part de beaucoup de fans, en effet. Tandis que Micah Parsons, c'était pas du tout un joueur à problème, quoi. C'était au contraire Alors, Beckham aussi était un leader offensif, mais c'était un joueur qui était quand même assez exemplaire dans son comportement. Et on m'a aussi fait, moi j'ai vu des gens qui disaient ouais mais bon vous avez lâché Saquon Barkley, vous aussi c'est la honte. on Ouais l'a pas ouais tradé. aussi. Mais encore une fois c'est pas la même chose parce que Saquon Barkley en running back l'apport à une équipe est beaucoup moins important que celle d'un pass rusher générationnel. Saquon Barkley on l'a remplacé très facilement avec Tyrone Tracy d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Et par contre va remplacer un Micah Parsons. Moi, je suis très content qu'il soit plus dans la division. Certes, les Cowboys ont eu une belle compensation. Alors, au début, Kenny Clark, je connaissais pas, et puis en regardant un peu, je fais en fait non, c'est un defensive tackle qui est pas si dégueulasse que ça, qui est un peu vieux, c'est sûr. Et puis deux choix de premier tour, ouais, bon. Mais après, est-ce que tu es capable de trouver deux Micah Parsons avec ça, ou ne serait-ce qu'un? Bah Pas non, évident. non, pas dit du tout même. Et surtout que les Packers, c'est pas une équipe nulle qui va te donner un premier ou deuxième tour de draft. Donc ça va être des choix assez reculés dans la draft. Sur, Ouais, sur c'est le, clair. juste pour revenir, on l'avait déjà dit, mais parce que tu parlais de Saquon Barkley, tu disais qu'on a remplacé sa production et ses yards, etc. La chose qu'on n'a pas remplacée, par contre, et qu'on avait sous-estimé, c'était un leader de vestiaire. Et ça a été quelque Ouais, chose qui c'est nous clair. a coûté cher, par contre, et que les Eagles, à qui ça a profité, parce que les Eagles, eux, ont profité de ça. Quand, au début de saison dernière, ça commençait à se passer mal, apparemment, ça faisait partie des joueurs qui ont permis de redresser un peu tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux plus difficilement remplacer. Maintenant, dans notre effectif, il y a quand même maintenant pas mal de leaders et de mecs à caractère et qui vont être vraiment des têtes de franchise, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est très cool. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok, bah, donc condoléances pour les fans des Cowboys. Hein, s'il y en a qui nous écoutent, nous on est très heureux, évidemment. Ça nous simplifie la tâche, surtout qu'on les rencontre en deuxième semaine. Alors que voilà, donc ça fait plaisir. Et on aurait aimé d'ailleurs qu'il se passe la même chose avec McLaurin chez les Commanders, mais malheureusement, lui, il a re-signé et il sera bien présent.
Je suis content pour McLaurin d'ailleurs, parce que moi, c'est un joueur des Commanders que j'aime beaucoup, Ouais. que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Et quand j'ai vu qu'il avait eu ce contrat, je suis ah bah c'est bien, il le mérite. Parce que c'est vraiment, Il le mérite, c'est clair. il est underrated, mais à Ah mort, ouais, de quoi. Et fou. Ouais, je suis c'est d'accord. Il va te catcher ses highlights. Je pense que c'est que des ballons difficiles lancés au milieu de gars, des trucs improbables. Non, non, je suis d'accord que c'est un sacré receveur. Ok. Alors, est-ce qu'on passe maintenant à nos pronostics? Tu as fait une liste de choses à pronostiquer, puis on va voir si on a les mêmes choses. Ouais. Donc sur cette Ouais. saison. Alors, on commence par le plus basique, pronostic global, donc le bilan victoire-défaite. Je trouve qu'on est plutôt, je dirais pas optimiste non plus, parce qu'on n'a pas mis 11-5 ou je sais plus, maintenant c'est dans 17, 12-5. Moi, j'ai mis 7 victoires, 10 défaites. Toi, tu as mis 6 victoires, 11 défaites. On reste à peu près dans la même zone. Et je crois que sur les bookmakers, c'est le over-under, il est à 5,5. Donc, on serait tous les deux Ouais. over 5,5. Et ça, avant la draft, j'aurais pas mis 7. J'aurais plutôt mis 4-5. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose. Avant la pré-saison, j'aurais pas mis plus de 5. Et si je ne dis pas de bêtises, ce sera vérifié. Mais quand j'étais invité par le front office pour faire la preview des Giants, on avait parlé du calendrier des Giants qui était ultra compliqué. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, on aurait des victoires, mais plutôt en fin de saison, dans la deuxième Oui. partie du calendrier. Et on était arrivé difficilement à 4-5. La pré-saison nous a donné de très bonnes raisons de s'enthousiasmer pour cette équipe, mais ça ne change pas le niveau de difficulté de notre calendrier. Quoique, apparemment, ce niveau a légèrement baissé avec le trade de Micah Parsons en termes d'EPA, donc ça, c'est assez intéressant. Mais ouais, donc je pense pas qu'on fera un bilan positif, mais écoute, si on peut arriver à un 7-10, moi, je signe tout de suite. Hein. Mais au-delà du résultat, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on tienne des matchs et qu'au bout d'un carton et demi, on se dise pas, bah voilà, on est mené de 3 TD, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, la prestation elle est catastrophique, la défense elle fait rien, l'attaque ils ont mis 15 yards, voilà, donc il faut qu'on marque des points, il faut qu'on montre une... De toute façon, cette attaque, c'est quand la dernière année on a eu une attaque vraiment qui tournait. Alors, c'était le temps d'Eli Manning, mais je sais même pas jusqu'où il faut remonter parce que la dernière année de playoff d'Eli Manning, où on se fait taper en première semaine avec la fameuse photo du bateau là, en fait on fait des matchs où c'est la défense qui nous tient et ça n'a jamais été l'attaque qui avait été bonne dans cette saison-là. Donc déjà à ce moment-là, on avait une attaque qui était naze. Mais avoir une attaque qui fait plus de 30 points par match de manière assez régulière, moi je veux ça et ça fait archi longtemps qu'on n'a pas vu ça, quoi. Je sais même plus à combien il faut remonter. Je sais plus, mais c'est clair que 2016, on avait des bons matchs, mais on n'était pas excellent. On mettait pas des 30-40 points de manière classique. Il faudrait regarder les résultats, mais c'était plutôt la défense qui nous tenait et qui nous a gagné. Nous, on mettait 20 points et on gagnait 20 à 15. Quoi. Alors, je suis en train de regarder les stats de 2016. Ouais. On était 17e en yard à la passe et on était 29e en rushing yard. Tu vois, notre attaque était pas et ouf. en effet, notre défense, elle était 2e en points encaissés. Bah voilà, Donc, c'était ça. Tu vois, c'était exactement ce que je suis en train de dire et c'est ça qui nous avait sauvé la saison. Je pense pas que ce sera le cas cette année, donc il faudra qu'on marque des points. On espère qu'on verra du mieux de notre attaque. Du coup, classement de division, moi j'ai mis 4e. Maintenant, est-ce que les Cowboys seront moins bons que nous? Dans tous les cas, je pense que premier, deuxième, ça va se jouer entre les Commanders et les Eagles. Ça va être difficile d'aller les chercher. Je pense que tu as la même chose en tête. Toi, tu as mis 3e. À mon avis, tu mettais Cowboys dernier quand tu disais ça. Ouais, c'est ça. Troisième. Après, bon, on sait comment est cette division. Il faut s'attendre à tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Mais si on devait être réaliste, je pense qu'on peut se battre pour la 3e place. Les Cowboys, ils ont Dak Prescott, mais Dak Prescott, c'est notre bête noire. Hein. On le bat jamais quand même. Hein. Je te rappelle que les Cowboys, on les bat jamais. Il y avait une question que je voulais mettre et je ne l'ai pas mise finalement, mais c'était quel était notre bilan dans la division. Okay. Et moi, mon bilan de division, je te le fais comme ça à l'improviste, c'est on sweep les Cowboys, donc fini la bête noire Dak Prescott. Allez, on split les Commanders et on se fait sweeper par les Eagles. Ok, donc ça fait 3-3 en gros, c'est ça que tu dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait avoir du sens. Ce serait beau, si déjà on fait ça, ce serait déjà bien. Ensuite, playoff, bah non, on est tous les deux non. On fait pas les playoffs. Non, et puis en plus, en fait, moi j'y réfléchissais en me disant
Est-ce qu'avec le niveau de la NFC par rapport à la FC, il y a moyen mais si tu regardes en fait d'autres divisions, il y a tellement de divisions où potentiellement il y a 3 équipes qui se qualifient en playoff. Regarde la NFC North, Packers, Lions, Vikings. Déjà, c'est du lourd. Solide, en NFC Est, on a au moins une équipe, c'est sûr, peut-être 2. Il y en a eu 2 l'an dernier. Ouais, on a eu 2 l'an dernier. La West, on a qui je sais même pas qui pourrait y aller en West, mais non, mais en tout cas, si on va en playoff, c'est en wildcard, mais quand tu as 7-10 ou 6-11, il y a très peu de chances que tu ailles en playoff. Oui, bon, on verra. De toute façon, c'est très difficile de faire des pronostics à ce moment-là. Offensive Player of the Year, on met tous les deux Malik Nabers. Je vois pas trop qui ça peut être d'autre, alors à moins qu'il y ait un miracle et puis Jackson Dart rentre très vite pour une raison X ou Y et puis qu'il nous fasse une saison de fou. Je vois pas qui ça peut être d'autre à part Malik Nabers, en fait. Ouais, moi j'ai hésité avec Russell Wilson. Ah ouais, carrément, tu penses qu'il est dans sa revival, ça y est, il est reparti pour une saison de fou. Alors ça reste un bon QB, hein, c'est pas impossible. Ouais, bah en fait ça c'est le côté ultra optimiste où je me dis Russell Wilson va nous faire une saison de malade et il a plein de receveurs et certes il va faire briller Malik Nabers, mais en fait c'est lui qui sont. En fait, je voulais faire. Je zappe un peu en avant, mais je voulais faire Nabers MVP, Wilson Offensive Player of the Year. Ouais, bah oui, parce que là, le truc, c'est qu'on a mis aussi MVP tous les deux Malik Nabers, alors il faudrait trouver peut-être autre chose, c'est vrai. Mais MVP, oui, on a mis tous les deux Malik Nabers, si on va déjà dessus. On a une défense. On a une défense qui va nous produire du très beau jeu, je pense. Mais j'espère que c'est l'attaque qui va porter cette équipe. Moi, je préfère une équipe où c'est l'attaque qui fait gagner les matchs que la défense parce que c'est plus spectaculaire et ça fait des matchs généralement qui sont plus intéressants. Defensive Player of the Year, je mets Dexter Lawrence, tu mets Brian Burns. Alors j'ai hésité avec Brian Burns aussi, mais Dexter Lawrence, il avait été tellement dominant avant de se blesser l'an dernier. Mais je pense que Brian Burns va faire une saison aussi de fou. Il a l'air vraiment en jambes. Apparemment, il est encore un petit peu blessé, mais lui, il joue toujours malgré les blessures. Pourquoi tu as mis Brian Burns plus Dexter Lawrence? Pour moi, c'était vraiment notre meilleur rusher, enfin, sur toute la saison. Mais c'est pas juste pour Dexter Lawrence qui en fait n'a fait que 12 matchs. Ce qui m'inquiète, c'est Dexter Lawrence. Je ne sais pas vraiment dans quel état on va le récupérer, même si Dexter Lawrence reste Dexter Lawrence. Et avec le trio de pass rushers qu'on a, je m'attends à ce que ce soit Brian Burns qui remporte la palme et qui ait le plus de pression, le plus de sacs. Mais je pense qu'il va y avoir une compétition ultra intéressante entre Burns, Thibodeau et le rookie Carter. Si c'est l'un des trois qui devient notre meilleur joueur défensif, ça me va très bien. En tout cas, ce que je note, c'est qu'aucun d'entre nous n'a pensé au defensive back. Alors que pourtant, on a Paulson Adebo, on a Javon Holland qui, sur le papier, font beaucoup rêver. On a certes de bons linebackers, d'inside linebackers avec Okereke, mais c'est pas eux qui vont faire le jeu. Non, et je pense qu'ils sont très bons, ces DB, les deux que tu as cités. Enfin, ils sont bons, mais c'est pas des joueurs du niveau de Brian Burns ou Dexter Lawrence, à mon avis. Rookie of the Year, on met tous les deux par contre Abdul Carter. On attend énormément et je suis pressé de. Là, pour le coup, je suis quand même intéressé de. Vous savez, moi je préfère largement l'attaque, mais je suis quand même intéressé de voir cette défense. Et j'ai envie de voir un impact d'Abdul Carter. Et qu'est-ce que je serais heureux qu'ils mettent un sac au premier match. Ce serait assez miraculeux. Enfin, miraculeux, non, mais ça ferait vraiment plaisir en tout cas. Donc voilà, on est tous les deux d'accord là-dessus et je vois pas qui d'autre en fait pourrait être rookie de l'année. Encore une fois, à moins que Jackson Dart doive rentrer vite et qu'il fasse une saison incroyable, à mon avis, ça va être Abdul Carter. En tout cas, de tout ce qu'on a entendu, des training camps, etc., il a l'air tellement dominant que je vois pas comment ça pourrait ne pas être lui. Ouais, et je pense que c'est exactement ça. C'est vu que Jackson Dart en fait va faire toute la saison, ou en tout cas une bonne partie de saison sur le banc, il n'y a a priori pas tellement d'opportunités pour lui de devenir Rookie of the Year de cette équipe. Abdul Carter nous a montré de très très bonnes choses. Moi, j'ai hâte en effet de voir son premier taquet. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un nous fasse une compilation en fin de saison, s'il nous fait une très bonne saison, bien entendu, où tu vois tous ces sacs et tous ces hits et tu mets la chanson Here Comes the Boom derrière. Pour moi, c'est il y a qu'à nous de la faire. Hein.
Hein? Tu dis que tu as envie de le voir et on n'a qu'à le faire, le montage, on peut s'en occuper. Ouais, putain, faut que je trouve le temps, faut que je trouve la motivation, mais Peut-être il y a des ouais, gens on qui va le demander à feront, il y a des gens ChatGPT qui feront des montages des travailler meilleurs. ça pour moi. C'est sûr que tu auras Pardon? des montages des meilleures Ouais, non, actions c'est clair. d'Abdul Carter, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Ensuite, ta catégorie suivante, c'était à quelle semaine va être titularisé Jackson Dart? Moi, j'ai mis semaine 9. Toi, tu n'as rien mis, à ton avis. Donc, semaine 9 contre les 49ers à la maison. Donc, je pense que déjà, si on le fait rentrer, il faut qu'il y ait une raison. Si on fait une bonne saison, il n'y a pas trop de raisons. Tu avais expliqué la dernière fois, ça s'était quand même passé comme ça l'année dernière. L'année dernière, n'importe quoi. En En 2004, 2004, quand Kurt avec Warner Eli était Manning. QB, on avait un bilan positif. On avait fait jouer Eli Manning. Donc, moi, quand même, je vois mal. Même si on a un bilan positif, je pense pas qu'il y aura de changement cette année. À mon avis, ce ne sera pas trop comme ça. Maintenant, tu n'as pas non plus envie de faire jouer Jackson Dart quand il y a 0,5 et tu dis tout repose sur tes épaules, mon vieux, go. Tu as envie quand même que ce soit un peu stable. Donc un bilan un peu à l'équilibre, où on se dit, bon, il n'y a plus grand-chose à jouer, ou j'en sais rien. On a quand même quelques victoires, mais pas mal de défaites, pourquoi pas, mais il ne faudra pas que ce soit non plus catastrophique. Donc semaine 9 contre les 49ers à domicile, ce serait pas mal. Faire commencer à domicile, ça peut être une bonne idée aussi. Ouais, j'ai eu un peu de mal à trouver justement un bon moment. Les Saints, c'est trop tôt. Les 49ers, ça a du sens, mais pour moi, c'est trop tôt encore. En fait, je pensais plutôt à décembre, donc c'est pour le coup très très tard. Alors, il y a les Patriots, mais est-ce que tu veux Ouais, pas vraiment mal. faire commencer ton rookie en prime time? Je sais pas. Le faire commencer après une bye week, sachant que la bye week est en 14e semaine, ça peut avoir du sens, mais là, ça veut dire qu'en fait, on est. J'ai hésité. J'ai hésité avec ça aussi. Ouais. Mais pour moi, ça veut dire que il faut vraiment que Russell Wilson soit capable de jouer correctement toute la saison. Pas forcément gagner des matchs, mais tu vois, si en fait on a une attaque qui tourne et qu'on perd des matchs à 34-31, bah c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Non, non, mais non. Par contre, en fait, si on se prend que des branlées où on ne met que des field goals, bon, bah, qu'est-ce qui est mieux par rapport à l'année précédente où on avait Daniel Jones? Ouais. Mais pour en revenir à Jackson Dart, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est qu'on ne le voit pas avant le mois de décembre. Eh ben écoute, ce serait aussi ma situation préférée. Moi, le faire rentrer en bye week avec 4 matchs qui restent, on sait que plus rien n'est à jouer. Russell Wilson a été correct, on a une saison correcte avec une équipe qui commence à monter en puissance. Ça me semblerait bien, ça lui permettrait de s'aguerrir un peu avant la saison prochaine. Ce serait effectivement, Ouais. je pense, Pré-saison 2026. ouais, une pré-saison un peu. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais de Daniel Jones. Tu as vu le match Ohio State contre Texas en NCAA? Alors, j'ai vu des highlights et parce qu'en fait, tout le monde était en train de s'exciter sur ce qui se passait. Et d'ailleurs, Bah, sur notre c'était Discord, assez fou ce match. Sur le papier, c'était une promesse d'un match de malade, alors qu'en fait, ça a été un match assez pourri au final. mais bah, c'est des grosses équipes, hein, mais quand j'avais vu aussi les réactions sur notre Discord par rapport à Arch Manning, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et ça avait l'air d'être rude pour lui. Mais, mais ce que je disais sur Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, Arch Manning, enfin, c'est Internet, tu dis tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Ils disent, ah, Arch Manning, en fait, c'est un bust. En fait, non, ça va, c'est qu'un match. Je pense qu'on va lui donner peut-être 3-4 matchs. Non, mais pour, t'as la réaction inverse. T'as ceux qui disaient, bah oui, il va être premier tour overall, il faut qu'on perde tous nos matchs pendant 2 saisons pour le récupérer parce qu'il va être, ouais. ça va être un joueur de fou, alors qu'il n'avait même pas joué. En fait, faut arrêter de se prononcer aussi vite sur des joueurs, il faut les laisser jouer et on verra quand ils auront fait Ouais. leurs preuves. Mais c'est complètement fou d'aller Mais aussi vite. j'ai regardé sa conférence de presse après ce Et, match ouais. et il y a tellement des réponses à la Eli Manning. Bah, ça, Ouais, c'est il faut que je fasse mieux et tout. Alors que ces receveurs n'arrêtaient pas de dropper. Ouais, c'est moi qui dois m'améliorer en premier, etc. Ah, attends. Il a fait des passes de merde. Sa première passe du match, le mec est tout seul. Il l'envoie 4 yards dans le terrain, dans la pelouse, devant lui. Il a fait des passes pourries. Il se fait intercepter. Il ne met pas de TD. Il a fait un match pourri. C'est pas que de la faute de ses receveurs. Moi, je trouve Non, que non, mais lui-même, je c'est un ne match dis de pas merde. que c'est que de la faute de ses receveurs, mais ce que je veux dire, c'est que j'en conviens, il a pas fait un bon match. Moi, j'ai pas vu le match en entier, j'ai juste vu des extraits. Mais c'est ces réponses que tu n'entends pas forcément de tous les quarterbacks. Tu as des quarterbacks qui vont pas forcément cracher sur leur coéquipier, mais tu as des quarterbacks qui vont dire bon, bah, il faut qu'on s'améliore. Ouais.
s'améliore. Tandis que chez Manning, et je pense que Peyton faisait aussi un peu la même chose, c'est quand ça se passait pas bien, ils parlaient d'eux en premier en disant non mais en fait je fais pas, j'en vois pas assez bien la passe, alors que je me rappelle de la saison 2011 où Eli Manning a fait 26 interceptions, 25 interceptions, alors que tu en as 15 qui touchent les mains des receveurs et qui rebondissent des receveurs, et Eli Manning qui dit je dois faire une meilleure passe. On va dire mais en fait c'est pas possible. Enfin bref. Courage à Arch Manning, on sait qu'il aura l'occasion de se reprendre. Dans les autres, il reste quelques catégories. Donc, tu as dit Malik Nabers, 120 réceptions, 1500 yards, 14 TD. Alors là, tu as vu très large. Toi, tu mets plus, moi, je mets moins. En fait, moi, ce que je mets moins surtout, et j'ai pas envie qu'il fasse 120 réceptions, en fait. Je veux qu'il fasse moins que ça. En fait, je veux qu'il y ait moins de réceptions, mais avec plus de yards que l'année dernière. Donc, il a fait 100 et quelques réceptions l'année dernière. Tourner autour des 100, c'est très bien. 1500 yards, ça me va très bien, ce serait incroyable. Par contre, il faut qu'il fasse en moins de réceptions parce que tu peux pas non plus le cramer en lui lançant trop le ballon non plus. Et parfois, l'année dernière, on avait tendance à vraiment viser que lui et c'était un peu débile. Toi, tu penses qu'il fait plus que 120 réceptions, 1500 yards, 14 TD? L'année dernière, il a eu 170 passes lancées dans sa direction. Et il en a reçu 109. D'ailleurs, le deuxième receveur de l'équipe à avoir eu le plus de cibles, c'est Wandale Robinson avec 140 passes. Quand même assez énorme. Cette année, en fait, je me dis, il y a carrément moyen qu'il reçoive autant de passes dans sa direction, mais qui seront des passes de meilleure qualité. Et donc, il y a possibilité qu'il fasse bien mieux. L'année dernière, il n'a aussi pas joué tous les matchs. Donc 170 passes en 15 matchs, tandis que là, il manque 2 matchs. Là, je pars du principe qu'il va en faire plus. Et puis, si tu regardes ce qu'a fait Ja'Marr Chase, alors certes avec Joe Burrow, Ja'Marr Chase, l'année dernière, il fait 127 passes reçues, 1700 yards, 17 TD. Oh, putain. Et je dis pas qu'il va faire 17 TD, mais pour moi, 14 TD, c'est largement à sa portée. Ah non, mais tout ce que tu dis est à portée, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, on passe quand même d'une équipe qui a vraiment du mal en attaque à faire des stats comme ça. Bon, ça ferait plaisir. C'est ce qu'on disait avant le podcast. Regarde les Commanders. Les Commanders, avant d'avoir Jayden Daniels, c'était pas terrible. Et puis, tout d'un coup, tu as un meilleur quarterback. Et là, en fait, le potentiel de tes skill players se développe à mort. Bien sûr. Et quand on a vu ce que Malik Nabers était capable de faire avec Daniel Jones, Drew Lock, Tim Boyle et Tommy DeVito, avec Russell Wilson et Jackson Dart, je compte pas Jameis Winston exprès. Mais avec Jameis Winston, il peut faire 1500 yards aussi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Ah, bien sûr, mais en fait, c'est que Jameis Winston, on sait aussi qu'il est capable de faire tout un match où il va envoyer le ballon qu'au DB adverse. Donc, mais voilà, donc c'est très optimiste, hein. J'en conviens. Je suis d'accord. Le deuxième, c'est Tyron Tracy Jr., donc qui avait fait plus de 1000 scrimmage yards. Là, tu dis, est-ce qu'il fait plus que 1300, donc réception plus passe. On met tous les deux en dessous. Je pense qu'effectivement, s'il fait autour des milliards tout confondu, ce serait déjà très très bien, sachant que Skatebo va aussi toucher beaucoup de ballons, ce qui sera sûrement une différence par rapport à l'an dernier. Ouais, non, tout à fait. J'espère qu'on continuera à l'impliquer dans le jeu de passe parce que, on le rappelle, c'est un ancien receveur. L'année dernière, c'était sa 2e saison comme running back et de toute sa carrière, hein, et il était très bon. S'il peut passer la barre des milliards à la course, ce serait super pour lui. Mais comme tu dis, Skatebo va prendre quelques touchés et puis il y a aussi Singletary dans le lot. Ouais. Et Skatebo, il est aussi très bon en réception, donc ça va forcément splitter un peu. Et je préfère qu'ils fassent tous les deux 600-700 yards plutôt qu'il n'y en ait qu'un seul qui fasse tous les yards. C'est quand même mieux et plus sustainable pour eux. Tu veux faire les 2 dernières que tu avais évoquées ? Ouais, les 2 derniers, c'est bon. C'est plutôt au doigt mouillé. Ça, je pense pas qu'on va mettre de chiffres, mais c'est pour un peu vous rappeler ce qu'on a fait l'année dernière en termes de sacs et de turnover. Alors, en termes de sacs, pour rappel, en termes de sacs et de pression, alors sachant qu'une pression, selon PFR, ça veut dire les hurries, les knockdowns et les sacs. Donc, un hurry, c'est quand tu as forcé un quarterback à se débarrasser du ballon. Et un knockdown, c'est t'as fait tomber la balle par terre. Par un lineman, hein, j'entends. Ou un rusher. L'année dernière, en sac, on a fait 45 sacs, sachant qu'en début de saison, on menait la ligue en sac quand on avait justement Dexter Lawrence, et 133 pressions.
Moi, quand je regarde ces chiffres, je me dis, allez, meilleur scénario, faire 50 à 55 sacs, ce serait pas mal. Donc 45 sacs, ça veut dire 2,6, je crois que c'est 2,6 sacs, pardon, j'ai du mal, par match. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et 133 pressions, à mon avis, on peut passer à barre des 150. De toute façon, je pense que tous ces chiffres vont être à la hausse cette année. Je vois pas comment c'est pas le cas avec l'effectif qu'on a. Enfin, si on fait pas ça, il faut virer le coordinateur défensif, quoi. Si on fait moins que l'année dernière, c'est juste pas possible. Ouais. Et donc, turnover. Donc on va partir du principe qu'on fait pas vraiment de prévision sur ça, on en parle juste, mais ça. L'idée de toutes ces prédictions qu'on fait, c'est qu'en fin d'année, on les regardera à nouveau et on verra qui a raison. Alors, il y a des trucs sur lesquels on est d'accord et donc il n'y aura pas forcément beaucoup de débats. Et les turnovers, tu annonces 5 interceptions. Cette année, c'était 5 interceptions, 10 fumbles recouverts. 5 interceptions, c'est vraiment très très bas. Et je pense qu'avec l'addition d'Adebo, avec Javon Holland, la deuxième année de Tyler Nubin, il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus là aussi. À mon avis, 5 interceptions, c'est cataclysmique, quoi. Tu ne peux pas faire aussi peu dans une saison. Et d'ailleurs, on n'était pas les pires en interception l'année dernière. Ah bon? Il y avait qui était pire que nous? Les Browns n'en ont fait que 4. Quel enfer. Non, mais 5 ou 4, je veux dire, moins de 10 déjà dans une saison, c'est vraiment nul, quoi. Ouais, non, c'était. On espère vraiment voir beaucoup plus de turnover côté défensif. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pré-saison, il y avait ce coffre de pirates où ils mettaient le ballon qui avait été récupéré par un joueur défensif. C'est marrant, c'est un petit gimmick, mais. C'est juste pour rendre le truc un peu fun, quoi, mais c'est cool. C'est un peu. Ils font ça en université derrière, quoi. J'espère qu'il n'y a pas de prime derrière, parce que ça passe pas. En tout cas, c'est rigolo et ce serait bien qu'on le sorte souvent, ce petit coffre, parce que sinon, ils vont encore en parler de nous pour se moquer de nous, pour dire ils ont fait un truc avec un coffre, regarde, en fait, personne n'intercepte quoi que ce soit. Si tu veux bien, on va finir ce podcast avec juste une petite preview rapide du premier match, donc contre les Commanders. Alors, on l'a dit, ça va évidemment pas être facile. C'est une équipe qui, je pense que eux se voient très largement en playoff et aller très loin cette saison. Donc nous qui arrivons un petit peu en outsider, enfin même beaucoup en outsider, ça va être forcément très complexe. On regardait un peu les stats de cette équipe. Je peux vous les passer vite fait à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. C'est notamment là-dessus que ça va être intéressant, c'est de voir, alors même si les équipes d'une saison à l'autre sont vraiment différentes, mais de voir un peu comment ils sont classés. On a les classements ici donc de l'attaque par rapport au reste de la NFL, les classements de la défense. On voit bien quand même que l'attaque est très 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 souvent dans le top 10 sur beaucoup de catégories. Donc ça va être compliqué en termes de yards, en termes de points marqués, en termes, etc. Donc vous voyez, en termes de points par drive, ils sont 4e de la NFL. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont fait l'an dernier. L'ajout, tu le disais, de Jayden Daniels a été évidemment très très important là-dedans. Maintenant, la défense, c'est moins bien. Ils sont plutôt dans la deuxième moitié du classement. En termes de, regardez, points par drive, ils sont 23e, etc. Alors, c'est pas dans les pires défenses, mais ça reste une défense contre qui il y a moyen de faire quelque chose. Je n'ai pas trop suivi quels joueurs ils ont ajouté dans leur défense cette année. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Mais en tout cas, ça semble, et notamment contre la course, là, regardez, 30e. Donc ça, voilà, il y a moyen de faire des choses, je pense, contre cette défense-là. Je ne sais pas, toi, quel est ton avis? Déjà, ce qu'on disait en début de podcast, c'est que là où on nous voyait complètement perdants en début d'année, c'est plus trop le cas maintenant et on espère faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on va gagner, mais on espère faire au moins bonne figure. Voilà, comment tu sens un peu la chose et comment tu vois leur équipe, toi, cette année? Leur équipe a fait un énorme bond en avant au niveau de l'attaque, comme on le disait un peu plus tôt. Ils ont eu quand même pas mal de changements dans leur attaque, puisque, pour rappel, ils ont fait venir Deebo Samuel en trade, qui est arrivé des 49ers. Ils ont envoyé Brian Robinson Jr., leur running back, qui avait fait pratiquement 700 yards. Donc, à la course, juste pour vous donner une idée, Brian Robinson Jr., c'était 799 yards, 8 TD à la course. Jayden Daniels, c'était 891 yards à la course, 6 TD. C'était leur meilleur running back, Jayden Daniels, l'an dernier, du coup? C'était leur meilleur rusher, ouais, exactement. Ouais, enfin, meilleur joueur à la course, quoi. Ok. Meilleur joueur à la course. Et puis. Austin Ekeler, il avait fait combien? Tu as les stats de Austin Ekeler? Austin, il a fait 340 yards. Non, ok, il jouait pas beaucoup. Parce que là, ça a l'air d'être leur running back 1, du coup, cette année. Je suis en train justement de regarder leur depth chart. Donc, en running back, alors, ils ont
alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de running back 1. En fait, quand tu regardes la colonne first, il n'y a Je suis en rien. train de les regarder là seconde, aussi, ouais. voilà, Austin Eckler, Jeremy Nichols, Chris Rodriguez, et puis après Ja'Cory Cross-Kemerate, qui apparemment a fait parler un peu de lui pendant la pré-saison. Je pense qu'ils ont un jeu de passe qui est quand même assez dangereux parce que McLaurin, Samuel, c'est quand même une paire qui est pas dégueulasse, et Noah Brown, il nous a causé des soucis l'année dernière. C'est un gars qui est quand même assez rapide. Je sais plus si c'est un très bon route runner, mais quand tu associes ça à Jayden Daniels, qui est un bon passeur et qui peut courir, bah, ils sont toujours aussi dangereux offensivement. Pardon. Maintenant, si on regarde justement côté défense, bon, il y a toujours Da'Ron Payne. Ils ont Von Miller en linebacker, Von Miller qui, du haut de ses 57 ans, continue à jouer en NFL. Ils ont Marshall Lattimore, ça c'est vrai qu'on j'avais presque oublié, punaise. Ouais. Mais moi, j'ai découvert ça il y a 2 semaines que Von Miller était chez Commanders. Donc, il y a Von Miller et Bobby Wagner qui sont ensemble, donc qui sont plus de première jeunesse, mais qui sont quand même des très très bons défenseurs. Ouais. Et je vois plus leur cornerback canadien là, ou même québécois. Ils avaient un mec québécois à un moment donné en DB, non? Je sais pas qui tu penses, mais Je me souviens plus comment il s'appelle, mais je le vois pas. Alors celui que j'aime pas du tout, moi, c'est Frankie Louvou, qui est juste un mec qui te cartonne des gars gratos. Il avait explosé Malik Nabers l'année dernière, qui s'était relevé assez vite, mais il l'avait défoncé, pas gratos, mais je veux dire, t'es pas obligé d'éclater le mec comme ça. Là, j'ai revu un contact il y a pas longtemps, casse contre un mec très limite. Moi, je l'aime pas pour ça, Frankie Louvou, et je trouve qu'il est bon. Je pense que c'est un bon joueur, mais voilà. ouais, c'est un joueur que tu apprécies quand tu l'as dans ton équipe, grosso modo. Ouais, mais j'ai l'impression que parfois c'est un peu gratos, quoi. C'est ça qui est chiant. Ouais, bon, bref, après, quand je regarde leur secondary, je vois pas de nom qui me moi, fasse je les connais penser. pas spécialement, mais après, il y a des mecs qu'on connaît pas et qui sont quand même d'un niveau Voilà. correct. Bah, ils ont déjà plus. Enfin, je me rappelle du cornerback qu'ils avaient drafté la même année que Deontay Banks, qui n'est déjà plus dans l'équipe. Mais C'était qui? bon, je sais plus. Ok. En tout cas, ils en étaient pas très contents. Marshall Lattimore, on le connaît, mais Marshall Lattimore, pareil, il a 124 ans, donc Mais non, c'est pas ça. Trey Amos, il est pas si vieux que ça. Quel âge il a il a, quel âge? Marshall Lattimore? Il doit avoir plus de 30 ans, le garçon. 29 ans. Voilà. Bon, on verra bien. Mais il n'était pas j'exagère. blessé assez violemment. Il avait joué l'an dernier, il était blessé longtemps, non? Je me souviens plus. Bref, bon, de toute façon. Ouais. On verra bien. En tout cas, leur défense, des stats qu'on a vu l'an dernier, a l'air quand même prenable. Il y a moyen de faire des choses. Ils vont nous marquer des points, ça c'est sûr. Il faut qu'on arrive à mettre la pression sur le QB en essayant d'empêcher qu'il gagne 1 milliard de yards à chaque fois qu'il sort de la poche, parce que ça va être très relou aussi. Je pense qu'on sait faire. On a des joueurs qui sont quand même rapides sur les extérieurs, donc on peut quand même faire quelque chose. Mais ils ont ils ont comment dire, des menaces un peu partout sur leur attaque, et ça c'est chiant parce que tu sais pas d'où ça va venir. Le QB il peut courir, ils ont des maintenant, tu disais avec comment il s'appelle, le gars des 49ers qui est arrivé, qui peut faire des courses, qui peut faire des passes, qui peut faire de tout et n'importe quoi. Alors il a été beaucoup blessé aussi, mais c'est reste quand même un joueur impactant. Bon, c'est inquiétant cette attaque. Maintenant, ça reste faisable et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et moi, je serais heureux si on fait une bonne impression sur ce match-là et qu'on se prend pas 31 à 10, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, ça fait quand même 2 saisons qu'on se prend des grosses branlées dès la première semaine. On va éviter de confirmer l'adage jamais 203. Ouais, et je nous vois plus aller battre les Cowboys cette année avec un peu le. Parce que les Cowboys, en plus, à mon avis, vont se faire éclater par les Eagles. Ils jouent contre les Eagles là, dans quelques jours. Je pense qu'ils vont se faire défoncer. Ils ont le moral dans les chaussettes, à mon avis. Si je me fais un pronostic, là, je nous verrais plus perdre contre les Commanders et aller battre les Cowboys, en espérant que ce soit le cas. Être à 1-1 après les 2 premiers matchs, ce serait cool. Il ne faudrait pas être à 0-2, quoi. Ça, ce serait problématique. Non, c'est clair. Surtout qu'en fait, les 2 premiers matchs sont à l'extérieur. Donc, et tu as ton premier match à domicile contre les Chiefs, qui était au Super Bowl. Ça, c'est victoire gratos, ça, c'est gagné. Voilà. Après, on peut espérer que Travis Kelce ne soit pas dans son match parce qu'il sera plus concentré sur la préparation de son mariage. J'ai commencé à suivre d'ailleurs pas le podcast, mais le compte Instagram du podcast de Travis et Jason Kelce, et c'est quand même bien marrant.
Ils sont marrants, les deux. Ils sont marrants, ouais. Mais de toute façon, Kelsey, il est drôle. Hein. Enfin, les deux sont marrants dans tous les cas. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Bref, bon, je te dis, Kelsey, il est marrant. Et ben voilà. On a maintenant, et on n'a plus qu'à compter les jours, les heures, jusqu'à ce premier match de NFL. Ouais, il reste, je pense qu'on va publier ce podcast lundi soir ou mardi matin, donc il restera quelques jours, ça va aller vite. Je vous rappelle, hein, ceux qui veulent nous retrouver, on va au, comment il s'appelle le bar Le Bellucci's Gare du Nord à partir de 18h45, donc on aura une table avec le match normalement pour nous. Donc si jamais vous dites en dernière minute, tiens, j'ai envie d'aller mater le match et pas être tout seul dans mon coin, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le débrief de ce premier match, parler du match contre Dallas, en voyant un petit peu ce qu'ils auront réussi à faire comme prestation contre les Eagles. Et on espère au moins être à 1-1 après ces 2 premières journées, ce serait une bonne début de saison. À bientôt tout le monde, ciao. Salut. Bye.